Et donc, nous allons pouvoir commencer sur le premier sujet. Alors, le rôle des parrains et leur relation avec le Vénérable Maître. Nous avons décidé de choisir ce sujet parce que c'est un thème finalement qui passe un peu en dessous des radars, parce que ça va tellement de soi, nous avons tellement l'habitude de dire un tel est le parrain d'un tel, que nous ne réfléchissons pas toujours à ce que doit être le rôle de parrain, ou en tout cas comment doit-il exercer ce rôle. Alors traditionnellement, l'arrivée d'un profane en Grande Loge de France, c'est lié à une rencontre avec un franc-maçon de la Grande Loge, qui va conduire ce profane vers nous. Alors, les candidatures spontanées, il y en a, mais elles restent quand même marginales, même si elles sont en augmentation depuis quelque temps, et en particulier depuis la période Covid. Alors, généralement, ce frère présentateur sera, si le profane est initié dans sa loge, le parrain du futur apprenti. Mais évidemment, quel doit être le rôle de ce parrain dans la vie maçonnique, mais aussi dans la vie profane de ce nouveau frère? Alors, est-ce qu'il est simplement un simple facilitateur qui conduit le profane à l'initiation et puis après, finalement, qui se comporte comme un des frères de la loge, mais pas plus? Ou bien a-t-il un rôle particulier sur la durée dans le cheminement initiatique de ce filleul? Ou alors, comment doit-il agir en cas de démotivation du filleul? Parce que nous savons tous qu'il y a un certain nombre de frères, que ce soit au niveau apprenti, compagnon ou maître, qui, au bout d'un certain temps, nous envoient des signaux faibles de démotivation. Ces signaux faibles, c'est par exemple, bon, ils restent moins souvent aux agapes alors qu'ils restaient préalablement, ils ont de plus en plus d'excuses pour ne pas être présents, etc. Donc, tous ces signaux faibles sont des signaux d'alarme pour le vénérable maître qui doit se poser la question, que se passe-t-il? Et dans ce cas-là, le premier qui doit intervenir, à mon sens, c'est le parrain, qui doit avoir une explication avec son filleul, essayer de le remotiver, etc. Donc ça, comment doit agir le parrain en cas de démotivation du filleul? Et puis finalement, quelle est la relation entre le vénérable maître et le parrain? Le plus souvent, les vénérables maîtres ne connaissent pas les parrains de tel ou tel. Donc je pense que ce serait peut-être bien que ce lien soit resserré de façon à ce que le vénérable maître puisse s'appuyer plus sur les parrains pour demander à ce que le filleul soit plus souvent présent aux agapes, éventuellement intervienne plus souvent. Enfin, en gros, que le couplage entre le vénérable maître et le parrain soit plus opératif dans l'intérêt de la loge. Voilà. Vous voyez que sur ces thèmes, il y a énormément de façons de voir les choses et il y a énormément de questions. Et c'est donc sur ces différentes expériences que nous allons échanger ce matin. Merci. Guy Bourquin, vénérable maître de la respectable loge de la Prévoyance 88 à Lorient de Paris. Excusez-moi. Le rôle du parrain présente plusieurs facettes, à mon sens. Effectivement, comme l'a dit le président, c'est un facilitateur dans la démarche de recrutement. Mais une fois que le profane est initié, effectivement, surtout dans les débuts, je crois que le parrain doit intervenir très régulièrement pour voir si le nouvel initié a bien intégré la démarche dans laquelle il s'est engagé et le suivre dans ses moments de faiblesse, dans ses moments d'enthousiasme démesuré, de manière à ce que tout ça soit harmonieux. Mais je crois qu'au-delà de cela, dans la démarche actuelle où nous rencontrons énormément de jeunes initiés qui, pour des temps réduits ou des temps plus longs, sont mutés en région, changent de travail, ont des problèmes familiaux. C'est là que le parrain peut-être doit se tenir au courant de ce que fait son filleul, parce qu'il est parfois difficile pour un jeune initié
de venir dire au vénérable maître ou va à l'hospitalier les difficultés qu'il peut rencontrer. Et je crois que c'est là que c'est un des moments où le parrain est le plus utile pour le maintenir en contact avec la loge et puis et pour lui insuffler une méthode et un sens aussi de la fraternité. Pour l'instant, j'ai dit. Voilà. Donc, la remarque de notre père me fait penser à une situation qu'on a beaucoup vécue dans notre loge. C'est des frères qui partent en province. Quand ce sont de vieux frères, de vieux maçons, etc., bon, on peut imaginer qu'ils sauront trouver dans le paysage maçonnique de la région où ils vont leur bonheur. Par contre, quand ce sont des frères, des jeunes, des apprentis, des compagnons ou des jeunes maîtres, il me paraît très utile que le parrain soit l'intercesseur entre les loges du coin et puisse se présenter, par exemple, ce nouvel arrivant dans la région à une ou l'autre loge existante, de façon à ce que naturellement, ce frère nouvellement installé dans une région soit bien accueilli et trouve sa place assez rapidement. L'expérience que j'ai, c'est qu'en général, ça se passe très bien. Les frères de province, moi je vous dis les frères de province parce que moi je suis à Paris, mais ça pourrait être un frère de Nice qui monte à Paris ou qui va à Bordeaux, etc. Donc la problématique est la même. Mon expérience, c'est qu'en général, les frères d'une région sont plutôt accueillants et sont en général assez contents d'avoir une nouvelle pierre dans leur édifice afin d'enrichir leur colonne. Mais il n'empêche que ça n'est pas si facile que ça de trouver les dates, de trouver les lieux, etc., et de se sentir bien accueilli. Et donc, il faut vraiment que le parrain utilise toutes ces relations et toutes ces connaissances du milieu maçonnique pour passer, par exemple, la plupart d'entre nous, nous avons quelque part dans nos affaires le petit livre bleu qui indique le nom des loges, le téléphone, etc. Donc, un petit coup de téléphone vers un frère de la loge du coin, qu'il soit vénérable maître ou que ce soit un ancien vénérable maître, si notre petit livre bleu n'est plus à jour, mais peu importe à la limite, mais en tout cas qu'il soit recommandé de façon à ce qu'il soit bien accueilli. Donc, je pense que ça, c'est une des missions du parrain. Une autre intervention ici. Oui. Voilà. Bonjour à tous, Freddy Godet-Desmarais, l'Épure 1163 à Lorient de Paris. Il vient d'être évoqué le cas assez traditionnel du parrain tel que nous l'avons vécu individuellement, collectivement, mais il y a naissance, me semble-t-il, d'une nouvelle génération, plutôt une nouvelle forme de parrainage. Et je vais vous relater une expérience que j'ai eu à vivre au sein de ma loge. Il s'agit de frères qui sont arrivés dans ma loge, mais c'est vrai de toutes les autres loges, par le truchement, de l'obédience ou par tout autre moyen que les moyens traditionnels d'un parrainage classique. Et fort récemment, en initiant ce jeune frère apprenti, j'ai pris la décision de lui affecter un parrain au sein même de la loge, un parrain suffisamment plein d'aménités, d'expérience, afin que son intégration se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ce parrain a pour charge naturellement de l'accompagner et de veiller à son épanouissement maçonnique tout au long de cette première année et même par la suite. Et je revois comment dirais-je, dans le rituel, ce moment si singulier du miroir où il découvrait celui qui allait pour l'occasion être son parrain. Et c'était un moment assez singulier pour ce jeune frère. Donc, ce que je veux évoquer au final, c'est le parrain sous l'angle traditionnel et puis une nouvelle forme de parrainage
que les vénérables devraient peut-être avoir à l'esprit pour ceux qui arrivent au sein de nos loges par des moyens ou par des chemins qui ne sont pas ceux du parrainage classique. J'ai dit. Freddy, si tu peux rester présent, ma question sera la suivante. Faut-il que le profane, avant son initiation, ait connaissance de ce parrain? Parce que est-ce que c'est autant quand c'est un parrain normal, l'émotion est flagrante, puisque à l'épreuve du miroir, il se retourne, il découvre celui qui l'a fait rentrer. Donc, s'il découvre finalement un frère inconnu qu'il ne connaît pas, c'est une question que je pose, c'est pas forcément conclusion. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait préalablement peut-être un contact entre celui qui sera le futur parrain et ce profane pour en gros, que la cérémonie du miroir ne le mette pas face à un simple inconnu? La question est pertinente. Néanmoins, le choix que j'ai opéré sur un plan son parrain, le parrain, par contre, que j'avais identifié et souhaité qu'il assure et assume cette fonction de parrainage global, total, tout au long de son intégration dans la loge, lui le connaissait par contre. Et puis, il y a un moment de proximité qui sort du cadre, j'allais dire, des séquences de l'initiation que j'observais qui se déroulaient durant les agapes. Et proximité physique, se posait la question, par exemple, des mots de semestre. Je devais en parler avec ce jeune frère, le parrain, à dessein, a pris l'initiative, par exemple, lui dire je te les communiquerai. Vraiment une prise en charge qu'on qualifierait de rapprochée. La question que tu viens d'évoquer, comme je le disais, est pertinente, mais le choix que j'ai opéré est un choix très, très pratique, n'a pas été celui-là. Mais l'un n'empêche pas l'autre, naturellement. Bien, c'est une. Moi, pour témoigner de la pratique que nous avons dans mon atelier, qui est Silence 761, nous avons une pratique un peu différente des autres loges, c'est-à-dire que les profanes qui sont sur les parvis, nous les invitons à 1, 2 ou 3 dîners préalables, qui sont des dîners dans un environnement profane, où les frères sont présents, où nous faisons venir un orateur, mais qui ne va pas parler de façon très symbolique de maçonnerie, mais simplement de thèmes spirituels. Donc, nous les invitons, ce qui fait qu'au bout de 1 ou 2 ou 3 dîners, ils auront été placés à côté des uns et des autres. Ce qui fait que, dans la plupart du temps, le visage de leur futur parrain leur est connu. Mais c'est vraiment parce que c'est une pratique spécifique de notre loge qui doit exister dans quelques loges également. Mais ça n'est pas la généralité. Donc, le problème de la connaissance préalable du parrain par le profane est un sujet. Mais comme l'a dit notre frère Freddy Godet-Desmarais, c'est vrai qu'après, il y a les agapes, il y a 1001 occasions pour qu'ils fassent connaissance par la suite. Est-ce que nos frères de province ou distants, parce qu'il y en a de région parisienne aussi, est-ce que l'un d'entre eux veut prendre la parole? Et si c'est le cas, il faut qu'il lève la main. Allez mes frères, du courage, jetez-vous à l'eau. Bah, sinon, en attendant, c'est le présentiel qui va intervenir. Mon frère, tu peux prendre la parole et on va te remettre l'image et le son. Gérard Granet, 800, Clio. Ça n'est pas si facile que ça d'être parrain. Et je pense qu'il faut être doté d'une certaine sensibilité. Je m'explique. Moi, il m'arrive, l'âge aidant, d'être désigné comme parrain de jeunes profanes. Je suis actuellement parrain d'un jeune béninois. Et je suis aussi parrain d'un jeune grec. Alors voilà. Mais je pense qu'en dehors des tenues, avant les tenues, j'essaie de leur parler, de voir où ils en sont
Et je crois que ça leur fait plaisir. Voilà, mais ne pas. Alors, je voulais aussi ajouter que nous ne devons pas devenir des gourous les parrains ne doivent pas devenir des gourous. Il faut laisser respirer les jeunes apprentis et essayer de les guider un tant soit peu en dehors du second surveillant, de la loge en son entier. Voilà. Oui, le risque d'être un gourou, bon, existe, quels que soient quels que soient les degrés et les positions, etc. Donc, je pense qu'il doit y avoir une proximité entre le parrain et son filleul, de façon à ce que les choses soient claires de ce côté-là. Donc, José Martinez, passé vénérable maître à la loge des apprentis écossais 842 à Lorient de Montpellier. Pour ce qui concerne le rôle du parrain, je pense qu'il doit cette situation avec notamment le second surveillant. Et bien sûr, sous l'orientation du vénérable maître, et qui doit mettre en place ce processus où second surveillant et parrain sont en accompagnement de l'apprenti pour opérer cette, disons, insertion dans la loge et faire en sorte que progressivement, dans sa démarche initiatique, j'ai dit. Nous avons eu quelques coupures dans ce que disait notre frère José, mais ce qui me paraît intéressant, c'est vrai que on peut imaginer un couplage un peu plus fort entre le parrain et le second surveillant. Le rôle du second surveillant est tout à fait codifié, c'est à lui d'assurer l'instruction maçonnique des apprentis. Mais très souvent, d'abord, très souvent, il ne noue pas de relations très fines et très particulières. Il prend un groupe d'apprentis, pour les loges qui ont la chance d'avoir plusieurs apprentis sur les colonnes, il s'en occupe un peu collectivement. Et il ne noue pas de lien forcément très particulier avec l'un ou l'autre apprenti. Après, c'est des problèmes d'affinité personnelle et de volonté de s'impliquer. Il me semble effectivement, et c'est une très bonne remarque de notre frère José, que si il suivait, en gros, s'il avait beaucoup plus d'informations qui lui remontent du second surveillant, pour savoir si l'apprenti participe à toutes les réunions de formation, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il prépare les sujets qui lui ont été commandés, etc. Donc, c'est un retour qui serait intéressant de façon à ce que le parrain lui-même puisse avoir une rétroaction sur le sujet. Donc, voilà ce qui me paraît être une très bonne suggestion et je vais retirer notre ami, notre frère José Martinez du panel. Ok, je revenais un tout petit peu sur ce problème de parrain, le rapport qu'ils doivent avoir avec les vénérables maîtres en chair ou même les vénérables maîtres passés. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas, du moins, le jeune initié a un parrain qui, soi-disant, c'est peut-être son papa, mais qui ne se trouve pas à Paris. Parce que là, quand depuis tout à l'heure, on parle du parrain qui est dans la même loge, mais il s'avère, dans ma loge, j'ai quatre frères. Leur parrain, il y a un à Strasbourg, l'autre est à Nice. Ils arrivent le premier jour, le jour de l'initiation, ils ont le miroir et dès qu'ils sont partis, on ne les voit plus. On ne les entend plus. Il faut téléphoner de temps en temps pour prendre des nouvelles au moins de ce parrain. Je demande au fiston, ah ouais, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas eu. J'avoue que c'est un peu délicat pour le vénérable maître de pouvoir avoir des rapports suivis avec ce parrain, qui, justement, son rôle, c'est d'aider. Mais certains, c'est justement, allez hop, il a été initié, basta, mon travail est fini. Pourtant, c'est pas ça.
Quand je regarde mon parrain qui habitait le 78, moi j'habitais le 95, au moins 2 fois par semaine, j'avais un coup de fil du parrain. Alors, ça va? Comment tu trouves ça? Comment tu fais ça? Tu sais, pour préparer la tenue prochaine, dès que tu as la convoque, tu lis le titre, tu vas chercher. Comme ça, au moins, tu es déjà dans la tenue. Voilà le petit apport que je voulais donner pour l'instant. C'est que j'en aurai d'autres. Oui, je crois que dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de solutions. Le présentateur qui ne fait le présentateur que je distingue du parrain, qui n'est pas dans la loge où va atterrir le profane, effectivement, il ne peut pas être le parrain au sens traditionnel de ce profane. Il peut assister, bien sûr, à la tenue d'initiation, mais il ne sera pas le parrain au sens de la loge. Et dans ce cas-là, on est un peu dans la même situation que dans les candidatures spontanées, où il n'y a pas de parrain identifié dans la loge. Donc là encore, on est bien dans le rôle du vénérable maître de lui trouver un parrain. S'il a la chance de connaître déjà préalablement un ou deux frères de l'atelier, bon, ben, ça pourrait être la situation normale, mais je pense qu'on est quand même dans une situation à peu près identique à celle de la candidature spontanée. Et d'ailleurs, mon frère Aristide, est-ce que vous avez déjà reçu des candidatures spontanées dans votre loge? Je viens d'initier un jeune frère avec une candidature spontanée, et ce jeune frère est tellement intéressant qu'il a poussé un de ses amis d'enfance à m'appeler et me dire, ben, écoutez, j'aimerais bien faire pour mon ami et suivre ce son. Il y a dernièrement, dans notre Orient, on a organisé aussi ce qu'on appelle des conférences. On invite des profanes à venir. Et pendant cette conférence, il y a certains qui se déclarent tout de suite, tiens, voilà mon adresse, je veux avoir des contacts, essayer de. Ça, c'est un. J'en ai deux. Donc, l'autre habitait à Montlhéry. Et je ne pouvais pas prendre la relève parce que la distance, tu es certain qu'il allait se décourager. Je l'ai proposé à Massy directement, et il est très bien. Parfait. Bonjour à tous mes frères. Christophe Gaillard, respectable loge Mosaïque Initiatique à Lorient de Montpellier. J'en profite d'ailleurs pour saluer mon ami José qui a fait une petite intervention tout à l'heure. On ne doit pas être bien loin géographiquement. Je voulais juste revenir sur deux points. Finalement, le rôle dont on a parlé, je crois que pour nous, dans la loge, c'est important, le rôle du parrain. Il est le pendant du second surveillant. C'est-à-dire que le second surveillant instruit sur le symbolisme, les gestes, les mots, etc. Et souvent, il a malgré tout peu de temps à consacrer, puisque c'est une réunion par mois. Et le parrain, finalement, instruit sur ce qu'est la franc-maçonnerie, sur sa place, la place du nouvel initié qui vient d'arriver, donc de son filleul, sa place dans le monde, sa place dans la loge, ce qu'il tend finalement à être et ce qu'il fait en loge. Donc, je pense que les questions un peu, j'allais dire, pour regrouper dans un terme plus général, tout ce qui a trait à la philosophie, à sa place dans le monde, et le parrain, il a ce rôle d'instructeur finalement auprès de son filleul. Et puis, le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'implication du parrain. Je crois qu'il est important que le vénérable maître suive un peu le rôle qu'a pris donc le parrain, c'est-à-dire que peut-être penser à faire participer aux réunions d'instruction de temps à autre le parrain, qui puisse venir échanger avec le second surveillant et puis avec son filleul et les autres apprentis. Il y a aussi la mise en place de participation avec les métaux, participation financière du parrain sur lorsqu'il y a des événements un peu particuliers, les tenues communes des loges de Lorient, sur pourquoi pas les agapes, etc., pour accompagner et puis être présent aussi auprès de son filleul. La mise en place, on le fait aussi pas mal, la mise en place de repas avec les apprentis et leurs parrains.
Alors évidemment, nous sommes une loge de province, donc les colonnes ne sont pas remplies d'apprentis, malheureusement, mais lorsqu'on a 2 ou 3 ou 4 apprentis, ça fait tout de suite des repas à une dizaine de personnes, et c'est très agréable de pouvoir partager. Voilà, et puis aussi un détail aussi, c'est que les seconds surveillants font un retour au vénérable maître une fois par trimestre, pendant 5-10 minutes sur les réunions qu'ils ont eues. Et à ce moment-là, il est important aussi de faire participer les parrains pour qu'ils puissent voir un peu la progression symbolique de leur filleul, et puis de pouvoir en parler librement avec le vénérable maître et le second surveillant. Voilà, mes frères, j'ai dit. Bien, dans les remarques de Christophe, il y en a beaucoup qui sont instructives. Par exemple, l'histoire des déjeuners communs. Moi, j'ai un peu pratiqué ça à certaines époques où nous avions l'habitude de temps en temps, de faire des déjeuners ou des dîners informels entre les nouveaux arrivants, qui pouvaient être d'ailleurs ou apprentis ou compagnons, et un certain nombre de frères, alors je dirais de vieux frères, et j'en étais, pour échanger de façon non formelle, parce que en tenue, ben, finalement, on n'échange pas beaucoup, on est là pour participer à la tenue, on intervient de façon rituelique, etc. Aux agapes, effectivement, c'est plus libre, mais quand même, on est dans un environnement. Et très souvent, les questions que se posent les apprentis et les compagnons, finalement, elles ne sont pas abordées dans ces types de rencontres. Et donc, se voir de temps en temps de façon informelle et à bâton rompu, je trouve que c'est toujours une très bonne chose. Parce que là, il n'y a pas de notion de rituel, il n'y a pas de notion de hiérarchie, il n'y a pas de notion, on est entre frères. Et donc, les apprentis ou les compagnons même peuvent se livrer plus facilement. Et donc, moi, j'ai eu l'habitude, de temps en temps, nous faisions des réunions avec les apprentis compagnons, nous allions dîner quelque part, on se retrouvait à 5, 6, 7 frères. Et quand on est en petit comité, la parole est tout de suite beaucoup plus facile, beaucoup plus libre. Et on avait droit à beaucoup de questions. Et c'est des lieux de transmission de la foi maçonnique. C'est des lieux où on va peut-être expliquer par l'exemple, par l'illustration, par le comportement, etc., finalement ce qu'est une franc-maçonnerie vécue et ce que doivent être les relations entre les frères dans un atelier. Donc ça, c'est la première remarque de Christophe qui me paraît intéressante, et peut-être que finalement en province, les frères ont plus l'habitude de se voir en dehors des tenues. C'est pas le cas en région parisienne. En région parisienne, à la fois compte tenu des distances, de nos occupations profanes, etc., il est très rare que nous nous voyions en dehors des tenues. Et donc, je pense que c'est des bonnes occasions. Après, la notion de retour des surveillants, c'est aussi une notion qui me paraît intéressante, parce que c'est vrai qu'en général, il n'y a pas de retour. Je ne sais pas si vous pratiquez ça, et je ne me rappelle plus officiellement depuis quand on le fait. Je crois que quand l'inspecteur vient faire son inspection, traditionnellement, il demandait le rapport de l'orateur, le rapport du trésorier, etc. Je pense que ce serait bien qu'il demande le rapport, et il le fait peut-être, le rapport des surveillants, qui vont avoir l'occasion de dire nous avons fait tant de réunions, nous avons abordé les sujets suivants, nous avons de la présence ou de l'absentéisme, etc., de façon à ce que effectivement toute la loge soit un peu au courant de l'activité du second surveillant, parce que bien sûr, son rôle est quand même, je focalise sur le second surveillant parce que c'est quand même lui qui est très important, c'est lui qui va être le point d'accueil de ces nouveaux apprentis, qui étaient encore profanes quelques jours, à quelques heures avant leur initiation. Et donc, je pense que c'est bien que... Alors, ça devrait être aussi le souci du vénérable maître, de temps en temps, d'interroger les surveillants pour savoir si tout se passe bien, s'il n'y en a pas qui décrochent, etc. En principe, dans de nombreuses loges, quand il y a un conseil d'administration, c'est le moment où les surveillants ont la parole et s'expriment. Mais bon, comme certaines loges font très peu de conseils d'administration dans l'année, c'est peut-être un souci du vénérable maître. Bien, mes frères distants, quelqu'un d'autre peut-il prendre la parole en levant la main? Alors en fait,
je n'avais pas décidé d'intervenir puisque à chaque fois qu'il y a une question ou une intervention qui a été faite, elle reprenait l'idée que j'avais sur le moment. Je peux quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Avant tout, je vais me présenter à nouveau peut-être pour ceux qui enregistrent les interventions. Donc, je suis Pascal Merget, je suis vénérable maître de l'atelier Silence, numéro 761 à Lorient de Paris. Alors, j'ai trouvé extrêmement intéressant d'abord tout ce qui est dit sur les liens avec le second surveillant, car en effet, c'est sans doute quelque chose qui ne se fait pas assez, de manière spontanée en tout cas, et je pense que une petite impulsion du vénérable maître pourrait peut-être encourager ces participations des parrains aux sessions d'instruction notamment. Pour ce qui concerne les déjeuners, nous en avons déjà parlé avec Jean-Robert, puisque nous sommes partis de la même loge bleue. Et en effet, j'avais l'intention de faire un déjeuner d'été en profitant du fait que chacun est un peu plus libre, mais avant les grandes transhumances, pour faire un point avec le second surveillant, les apprentis et les parrains autour d'un déjeuner un peu informel, justement, pour échanger sur leurs ressentis, comment ils se sont sentis intégrés dans l'atelier. On ne traitera pas de symbolique pendant ce déjeuner, mais plus un ressenti, savoir s'ils se sentent bien accompagnés et s'ils ont des souhaits ou des attentes que nous n'aurions pas identifiés, auxquels nous pourrions répondre. J'aimerais rebondir sur ce que disait Jean-Robert également sur les conseils d'administration. À minima, nous avons obligation d'en organiser 3 par an. Alors, c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, pour faire un échange, mais en tout cas, à cette occasion, le second surveillant, même s'il est absent, fournit un rapport qui doit nous donner un état de l'instruction des apprentis et puis des thèmes de travail. Mais ça ne fait pas le lien, en effet, avec les parrains. Une autre chose, on l'a rappelé que la différence entre les présentateurs et les parrains, et à nouveau Jean-Robert, qui est un bon exemple là-dessus, et qui est quelqu'un de très connu, se voit par son réseau proposer un certain nombre de candidatures qu'il amène en tant que présentateur, mais il n'est pas vraiment parrain. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a un moment, l'agenda risque d'être un petit peu encombré. Mais lors du rituel d'initiation, évidemment, il faut un vrai parrain, entre guillemets, qui soit là derrière le miroir, et c'est à nous de l'associer sur son rôle de parrainage. Et en effet, rencontrer l'apprenti avant son initiation, à minima, je pense, est intéressante. Sinon, chacun se découvre au moment de l'initiation. Je trouve que c'est un petit peu tardif. Mais là encore, une fois, évidemment, c'est dans les prérogatives et dans le rôle, à mon sens, du vénérable maître de faire le lien entre les deux. Et c'est vrai, comme l'a exposé à nouveau Jean-Robert, les dîners d'obligation faits par Silence pour les profanes qui sont sur les parvis font qu'il y a une meilleure connaissance du parrain avec son filleul, mais aussi de l'atelier qui permet une meilleure intégration. Voilà, ça synthétise un petit peu tout ce qui s'est dit, mais en tout cas, je trouve à nouveau que créer du lien entre les parrains et le second surveillant, pour moi, me paraît crucial. J'ai dit, mes frères. Guy Bourquin, La Prévoyance, 88 à Lorient de Paris. Je partage évidemment tout ce qui a été dit sur le rôle du second surveillant en relation avec le parrain, mais je pense que je voudrais soulever dans tous les cas que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il s'agisse du second surveillant ou du premier surveillant, ils ont des relations suivies avec les apprentis et les compagnons. Un moment charnière pour moi et dans lequel le rôle du parrain est essentiel, c'est le moment où ce compagnon va devenir jeune maître, où il ne faut absolument pas qu'il croie que c'est arrivé et qu'il se sente tout seul et complètement isolé. Et là, je crois qu'à ce moment-là, il n'a plus de relations suivies, sauf dans ma loge, nous avons créé un, entre guillemets, 3e surveillant qui s'occupe des jeunes maîtres, mais ce n'est pas quand même la même relation que les premiers et seconds surveillants.
Et je crois que le rôle du parrain à ce moment-là est important parce que c'est lui qui va montrer aux jeunes maîtres que être jeune maître, c'est le début du travail et pas la fin. J'ai dit. Ça va dans le sens de, finalement, de la continuité du suivi du parrain au cours de la progression maçonnique de son filleul. Et puis, il faut bien aussi aborder un jour la question du passage dans la juridiction. Le parrain peut être celui qui considérera qu'à un moment donné, ce maître, ce jeune maître, qu'il soit jeune par l'âge ou qu'il soit jeune par la durée de maîtrise, pourra peut-être un jour envisager de rentrer en loge de perfection. Et donc là aussi, il y a une sensibilisation à faire pour inviter, nous sommes dans un rite qui fait 33 degrés, ce n'est pas un mystère puisqu'on nous le dit dès le premier degré, dès la cérémonie d'initiation, vous êtes dans un rite en 33 degrés. Bon, donc ça veut dire qu'on sait d'emblée que les choses ne s'arrêtent pas au 3e degré, et donc une bonne progression dans le rite écossais ancien et accepté, ça va au-delà du... si nous disons que nous avons 7 ans et plus, c'est qu'il y a le et plus qui vous annonce quelque chose d'autre. Et donc le parrain peut avoir aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Il y a un propos que j'ai entendu à deux ou trois reprises dans les récentes interventions. Dans le cadre de cette espèce, comment dirais-je, de système qui met en lien le parrain, le second surveillant et naturellement le vénérable maître, à une occasion particulière qui est le conseil d'administration. Il a été rappelé qu'il en faut, réglementairement parlant, nos règlements généraux nous l'imposent, 3 conseils d'administration par an. Et j'ai veillé pour ma part, c'est l'expérience que je pratique au sein de ma loge, nous avons 3 conseils d'administration, en réalité 1 par trimestre. Alors ça peut sembler lourd à certains. Je sais que je n'ai pas imposé, le mot est inapproprié, mais j'ai veillé à ce que nous ayons cette pratique régulière. Elle permet tout à la fois à chacun des frères, en responsabilité, à leur plateau, et je faisais allusion à ces conseils d'administration qu'on peut penser quelque chose d'un petit peu superfétatoire, mais qui en rien ne le sont, car c'est une occasion à la fois de s'assurer du bon déroulement de nos responsabilités au regard de nos engagements au sein des plateaux qui sont les nôtres, mais aussi un moyen tout à fait pertinent d'informer ceux qui doivent assurer un fonctionnement le plus agréable possible, mais aussi le plus responsable possible de nos loges. En tout cas, veiller à ce que, en quittant la charge qui est la nôtre, quelle que soit la fonction occupée, dans un état si possible meilleur que celui dans lequel nous l'avons pris. Nous sommes des constructeurs, pas des démolisseurs. Et quand on le fait, il faut le faire avec un souci d'une certaine transparence, d'un certain souci de la réalité. Je pense là, en disant ça, à notre frère trésorier. Voilà une fonction si essentielle dans nos loges, et surtout en ces périodes de grande fragilité. Nous avons pu constater à quel point la fréquentation des loges est un sujet délicat. Dès lors, la fragilité du monde professionnel dans lequel nous évoluons, dans lequel évoluent beaucoup de jeunes et de jeunes frères. Donc, s'assurer que nous sommes toujours en mesure de répondre à nos engagements envers l'obédience, envers la Grande Loge, et que l'équilibre à la fois économique, l'équilibre
relationnelle au sein de la loge et la finalité qui est la nôtre soit bien, comment dire, soit bien assurée. Et là-dedans, le parrain, naturellement, joue un rôle essentiel, d'autant plus qu'il pourrait, peu ou prou, assurer une des fonctions si essentielles aux 3, 5, 7 au sein de nos loges. J'ai dit, Président. Oui, mon frère Freddy, ce que tu dis est important. Je crois que dans certaines loges, on considère que c'est une formalité administrative dont il faut vite se débarrasser et on essaye de le faire le plus rapidement possible. Alors, dans certains cas, certains vénérables maîtres ont le souci de ne pas faire une réunion de plus et en général essayent de caser ce conseil d'administration dans l'heure qui précède la tenue. Alors, à titre personnel, mais ça c'est vraiment à titre personnel, je pense que ce n'est pas une bonne solution parce que quand vous êtes contraint par l'horaire, la parole est naturellement moins libre quand vous avez un peu de temps. Et puis l'autre avantage de faire ça en dehors d'une heure avant la tenue, c'est aussi de renforcer la fraternité entre les membres du conseil. On peut prévoir une soirée où les frères sont libres, faire le conseil de 7 à 8 et puis ensuite aller dîner ensemble. Alors, je sais bien que ça fait une soirée de plus, un dîner de plus, etc. Mais il me semble quand même que c'est vraiment l'occasion de mieux nous connaître mutuellement tous, parce que là, un collège, c'est 7, 8, 9 frères, ils seront là. Il y a des loges qui invitent tout le monde au conseil. Il y a des loges qui limitent le conseil aux officiers. Moi, j'ai vu les deux types de situations. Et donc, cette idée d'avoir un conseil qui est un peu restreint par l'arrivée de la tenue qui suit, surtout que quand on prévoit ça une heure avant, à partir d'une demi-heure, on a des frères qui arrivent, qui s'installent, etc., ce qui finalement n'est pas tellement une bonne solution pour la continuité des débats. Donc, moi, je suis plutôt partisan de faire ces conseils en dehors des heures avant la tenue. L'autre remarque que je voudrais faire, c'est le parrain n'est évidemment pas un officier. Et comme je le disais tout à l'heure, très souvent, le vénérable maître, ou ne le sait pas, ou ne l'a jamais su, ou l'a oublié, qui sont les parrains, au moins des apprentis. Et donc, je pense que ce serait bien que pour les conseils d'administration, pas forcément apprentis, pas compagnons, maîtres, etc., mais qu'au moins les parrains identifiés des apprentis soient convoqués pour qu'ils témoignent en même temps que le second surveillant. Donc, je pense que ce serait une pratique intéressante, évidemment, à l'appréciation du vénérable maître qui est seul habilité à prendre cette décision. Mais moi, ça me paraît une situation intéressante au cours du conseil d'administration d'avoir un deuxième avis, une second opinion, comme on dit chez les anglo-saxons, sur le vécu de l'apprenti. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais aborder un point qui est, avant que commence véritablement auprès de la loge le rôle du présentateur, du parrain, c'est le moment où le profane a été identifié comme étant potentiellement pouvant entrer chez nous, et l'attitude du parrain qui doit à ce moment-là, à mon avis, adopter une position de léger retrait, de façon à ce que la loge découvre ce profane sans les influences forcément positives du présentateur, de façon à ce que la relation avec la loge pour le profane soit la plus comment dire, saine possible. Le mot n'est pas juste saine, mais qu'elle évite toute interférence pour après revenir avec son rôle d'accompagnement de façon à ce que notre nouveau frère puisse avoir pris mesure de la loge sans la connaître vraiment et voir le bel ensemble que nous formons à ce moment-là avec des frères qui ont une influence et qui qui remplissent leur rôle. Voilà, j'ai dit. J'ai une autre demande d'intervention de Patrick Couillot. Bonjour à tous, Patrick Couillot, respectable loge Denis Papin, numéro 445 à Lorient de Blois.
Je voudrais juste rappeler qu'on va avoir une chance fantastique ce mois-ci, c'est que dans la plupart de nos loges, il y aura une fête de la Saint-Jean d'été, qui la plupart du temps est familiale ou plus conviviale. C'est le moment ou jamais de rappeler pour les parrains, de rappeler le rôle des parrains auprès auprès de toute la loge, et puis de leur rappeler que c'est le moment ou jamais de recontacter leurs apprentis, voire leurs compagnons, pour faire le point avec eux, s'assurer qu'ils vont pouvoir venir à cette fête familiale s'il y en a une, et faire le point avec eux sur leur évolution, à la fois sur le plan maçonnique et sur le plan profane. Voilà, j'ai dit. Bien, mes frères, donc je crois que, bon, il est 10h30, nous avons, je crois, à peu près, sauf s'il y a d'autres demandes de parole, nous avons à peu près, oui, alors j'en ai une en présence, si notre frère peut se rendre au... Gérard Granet, 800 Clio. Je voudrais nuancer ce que j'ai dit en début de matinée à propos, pour ne pas que les parrains deviennent des gourous, mais j'ai trouvé un slogan pour dire parrain un jour, parrain toujours. Voilà, j'ai dit. Enfin, pour rebondir sur la précédente intervention de Patrick, je crois qu'effectivement, les loges qui font un dîner ou un déjeuner à la Saint-Jean d'été, que ce soit un déjeuner ou un dîner rituelique avec un certain formalisme, ou que ce soit un déjeuner amical avec les compagnes, etc., je crois que c'est toujours une bonne chose de resserrer les liens fraternels et que nos compagnes ou nos compagnons puissent savoir qui sont les autres, où vont leurs conjoints un certain nombre de soirées dans la semaine, découvrir peut-être qu'il n'y a pas 4 soirées dans la semaine, ce qui est embêtant pour certains peut-être. Mais donc, je pense que c'est effectivement, et c'est l'occasion pour les nouveaux impétrants, pour les nouveaux apprentis, de mieux connaître l'environnement dans lequel ils sont arrivés, soit cornaqués par leurs parrains, soit parce qu'ils sont naturellement invités comme tout frère de la loge, et que c'est une bonne pratique. Bien, mes frères, le deuxième thème que nous avons souhaité aborder, c'est un thème sur la littérature maçonnique. Et quel est le rôle de ces ouvrages qualifiés de maçonniques dans la progression des frères? Alors, vous savez que le paysage littéraire maçonnique français est abondamment fourni. Chaque année, il doit y avoir des dizaines et des dizaines d'ouvrages maçonniques ou de nature spirituelle paramaçonnique qui sont publiés. Nous connaissons tous les grands éditeurs du domaine, et si je vous cite les noms de Détrade, de Dervy, des éditions maçonniques de France qui sont proches du Grand Orient, de Numérilibre de notre frère Raphaël Nicolas, pour ne citer que les plus grands, ce sont des noms que vous connaissez. Et donc, ces grands éditeurs sont accompagnés d'une foultitude, que je ne vous citerai pas, de petits éditeurs qui ont à leur catalogue 2, 3, 4, 5, 10 ouvrages de nature maçonnique. Alors, bien sûr, tous les ouvrages publiés ne sont pas d'égale qualité. Il y a des grands classiques qui doivent figurer dans toute bibliothèque maçonnique. On trouvera des noms comme René Guénon, Jean-Pierre Bayard, Alain Bernheim, Pierre-Yves Bourpère, Jules Boucher, Bruno Etienne, Daniel Ligou, Jean Mourgue, Jean Verdun, Richard Dupuis et d'autres. Et puis il y a aussi, alors dans ces livres, chez ces auteurs, on a un certain nombre de grands classiques qu'il est toujours utile quand on s'intéresse un peu de près à la maçonnerie ou à l'histoire de la maçonnerie, qu'il est bon d'avoir dans sa bibliothèque. Et puis il y a aussi pas mal d'auteurs contemporains qui publient régulièrement. Alors, je citerai au hasard, sans viser à l'exhaustivité, Alain Bauer, Roger Daché, Irène Mingui, Philippe Langlais, Jean-Marc Vivanza et tant d'autres. Et donc, face à ce phénomène, on est en droit de se poser plusieurs questions. Alors, la première des questions, c'est quelle est l'utilité de cette profusion d'ouvrages? Ou autrement dit, ne sont-ils que l'expression de l'ego de leurs auteurs? Ou bien sont-ils uniquement des œuvres qui contribuent à l'érudition maçonnique, ou bien sont-ils de véritables outils sur le chemin initiatique? Ou autre façon de poser la question, si la franc-maçonnerie est une école mutuelle, la culture générale du bon maçon au sens du 18e, cette culture générale doit être nourrie par des lectures diverses.
Et enfin, une question sur laquelle il y a beaucoup d'avis tranchés dans un sens ou dans un autre. Faut-il conseiller certaines lectures aux profanes avant leur initiation? Donc voilà, ça fait un nombre de questions qui sont importantes et je suis sûr que j'en ai oublié dans le tas. Et donc maintenant, j'invite nos frères présents à prendre la parole sur le sujet. Qui veut prendre la parole sur l'usage et le bon usage de la littérature maçonnique, s'il y a un bon usage, parce qu'on peut considérer aussi que ce n'est pas nécessaire. En effet, Aristide Ekindi, 1022, Orient d'Oreille, Nanterre. Au niveau de la profusion des livres maçonniques, j'avoue que je suis un peu perdu là-dedans. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver, même devant la bibliothèque Tétrade. Je regarde, il y a un titre qui m'intéresse, je me retourne, il y a un deuxième qui m'intéresse, je me dis, OK, bon ben, je vais poser la question à un de mes vieux amis maçons. Il dit, ben, oh non, il ne faut pas prendre celui-là, prends celui-là par contre. C'est ainsi que je fonctionne à l'heure actuelle. Est-ce que ça me rapporte au niveau de ma réflexion personnelle? C'est la question que je me suis toujours posée. Je vais lire l'idée du frère qui va m'ouvrir d'autres horizons, qui va me permettre de réfléchir différemment. Mais est-ce que c'est nécessaire à un certain niveau? Surtout pour les apprentis, ou du moins même pour ceux qui frappent à la porte du temple. Par expérience, je me dis que ça ne sert à rien qu'ils lisent des livres maçonniques. Déjà, bon, s'il a un bon parrain, on en a parlé tout à l'heure, qui le suit, qui le conseille, ça peut peut-être passer. Mais c'est des bonhommes au niveau des enquêtes qui vont te sortir certaines théories en leur posant des questions, ils sont perdus, Je préfère qu'il arrive près de coffret sans avoir lu quoi que ce soit et qu'il prenne le temps de découvrir petit à petit par son parrain, par les enquêteurs et par le premier surveillant. J'ai dit. Oui, ce point de vue, le point de vue de notre frère est assez répandu d'ailleurs. Mais il n'empêche que je crois qu'il y a quand même une différence. La franc-maçonnerie, elle se fait par le vécu maçonnique. Et ce vécu, il n'a lieu qu'en loge. Voilà. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'est la maçonnerie. La maçonnerie est une des rares institutions où on ne peut pas y aller pour voir avant d'y rentrer. Il faut y rentrer. Si on n'a pas droit à une ou deux séances d'essai pour découvrir le sujet, ce qui est le cas de tout type d'association classique, etc. Vous allez à une ou deux réunions et puis si ça vous plaît, vous y restez. Si ça ne vous plaît pas, vous y partez. La maçonnerie, ce n'est pas possible. Il faut y être pour savoir ce que c'est, pour penser savoir ce que c'est. Par contre, sur la lecture, je pense que c'est une approche, il y a une approche qui est possible, une approche, je dirais, purement intellectuelle, déjà savoir ce que c'est vaguement, sans avoir ce vécu. Et moi, il se trouve il se trouve que c'est quand même la lecture, il se trouve que un de mes parrains, c'était Louis Pauwels. Et donc, c'est quand j'ai lu un livre de Louis Pauwels qui s'appelait « Ce que je crois », et qui commence par un chapitre où il est dit « Qu'y a-t-il entre nous un secret ?» Et évidemment, il parle de ça, et ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'avais toujours un certain goût pour l'ésotérisme. J'étais un lecteur assidu de la revue Planète, qui était une revue des années 60, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Mais bon, quand même, la lecture de ce livre m'a aiguillé. Et en tant que profane, je me rappelle avoir lu 2 livres, La foi d'un franc-maçon, de Roger Dupuis. C'est des livres qui ne parlent pas du tout des aspects rituels, en gros de toute la terminologie maçonnique, de tout l'environnement, mais qui parlaient de l'esprit de la maçonnerie. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui me plaisait bien, La foi d'un franc-maçon de Richard Dupuis. Il y avait aussi il y avait le bouquin, j'essaye de me rappeler lequel j'avais lu, c'était celui de Jean Verdun. Comment il s'appelle le bouquin de Jean Verdun? Bon, voilà, en tant que profane, ces bouquins ne m'ont rien révélé de ce qui se passait, du rituel ou autre, mais ils ont quand même éveillé ou stimulé mon envie d'y rentrer. Alors évidemment, c'était il y a très très longtemps.
mais je suis moins sûr que ce soit complètement inutile. Mais c'est vrai que le vécu, il ne peut arriver qu'en loge. Et on peut tout à fait dire, surtout, ne dites rien, n'allez pas plus loin. Le futur apprenti découvrira par lui-même, en y mettant peut-être du temps, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'initiation, ce n'est pas une révélation instantanée où tout est donné d'emblée. L'initiation, c'est 3 choses pour moi, et je le dis souvent, c'est un début, c'est un parcours et c'est une finalité. Le début, c'est l'initiation au sens où nous l'entendons. Le parcours, c'est le chemin initiatique que nous devons parcourir. Et la finalité, c'est de devenir des initiés. Alors, on peut penser qu'on est initié dès la cérémonie d'initiation. Bon, à mon avis, c'est une idée un peu fausse parce qu'elle irait à l'encontre d'un autre fondamental de la maçonnerie qui est la notion de perfectibilité. Si vous êtes perfectible, c'est que vous n'étiez pas parfait d'emblée et que vous avez marché sur un chemin de perfection. Donc voilà. Donc j'ai une prise de parole à distance de José Martinez à qui je vais demander de devenir panéliste. Oui, donc José Martinez, les apprentis écossais, loge des apprentis écossais, loge numéro 842 à Lorient de Montpellier. Sur le sujet de la littérature, du paysage de la littérature maçonnique, et peut-être aussi de tout son environnement, de tout le fond de toile que constituent tous les ouvrages philosophiques, historiques, sont devant nous lorsque nous nous interrogeons et qu'on soit apprenti, compagnon ou maître. Parfois, il est bon de se perdre dans ce paysage-là, mais à un moment donné, il faut se recentrer. Et que faisons-nous bien souvent on interroge nos frères, on interroge les frères qui sont proches de nous, d'une part. Mais je voudrais introduire dans notre réflexion ce matin, mes frères, une donnée nouvelle. C'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, de plus en plus, nous voyons autour de nous des questions qui sont posées sur ces moteurs intelligents, dits intelligents. Et donc, je crois que nous sommes face à un risque, parce que, mais un grand risque, parce que justement des champs, comme son nom l'indique, artificiels, et vont pointer peut-être à tort et systématiquement un cheminement prédéfini sur des ouvrages dits référents. Et donc, je crois que le risque est d'appauvrir notre liberté totale dans la recherche de la vérité. J'ai dit. Bien, mon frère José, oui, je crois que tu as raison. Si on utilise l'intelligence artificielle, en l'occurrence le fameux ChatGPT, pour se faire recommander des ouvrages maçonniques, bon, il le fera parce qu'il a quand même un très bon référentiel, mais je pense que honnêtement, c'est une crainte que je n'ai pas parce que une partie du plaisir du bibliophile, c'est d'aller dans une bibliothèque et de regarder les bouquins physiques. Et comme l'a dit notre frère Aristide, on peut s'y perdre tellement il y en a moi, quand je vais dans une bibliothèque, même si c'est la simple FNAC, dans le rayon franc-maçonnerie, ou que ce soit des trades, ou d'Hervy, etc., naturellement, j'ai envie de tout acheter. Parce que j'ai envie de tout acheter, tout en sachant que je ne pourrai pas tout lire. Et donc, j'ai ce défaut que beaucoup ont, c'est d'acheter plus de livres que ma capacité de lecture ne le permet. Mais il n'empêche que sur l'intelligence artificielle, moi, je vois un danger, même je ne sais pas s'il est réel ou s'il est fantasmé, c'est l'idée qu'on peut demander à ChatGPT de faire des planches. Parce que ChatGPT a une capacité remarquable de structurer un discours sur un thème donné. Parce qu'il va aller puiser dans des milliards de bases de données, des pensées, des expressions, des cohérences, etc. Et que, après tout, il serait sans doute capable, de la même façon qu'il est capable de faire une dissertation de 2 pages sur un thème historique, etc., il serait sans doute capable de faire la même chose. Mais je crois que ce serait une erreur du frère de le faire. Ce serait
ne pas comprendre que l'intérêt d'une planche, c'est de la travailler soi-même, parce que la planche est utile pour celui qui l'a fait, parce que ça le force à travailler. Nous sommes quand même dans une maïeutique qui glorifie le travail. Et si on confie le travail à un tiers, dans ce cas-là, autant aller sur un certain nombre de sites où on récupère des planches toutes faites et puis on les restitue comme ça. Je pense à l'édifice, par exemple, où il y a beaucoup de planches en ligne. Bon, pourquoi pas en lire quelques-unes, mais si vous n'êtes pas capable dans une planche de vous y mettre vous-même et de donner votre vérité, votre vision, votre compréhension du monde, de restituer ce qui vous est personnel et propre, c'est un peu dommage de penser par les autres, quoi. Nous sommes des libres penseurs, nous sommes pour la liberté de penser, et donc ça suppose que nous pensions par nous-mêmes. Donc moi, je ne suis pas très inquiet. Et puis, il y a toujours... moi, j'ai toujours souri en imaginant qu'un jour, on pouvait écouter un robot sous le bandeau. Mais le problème, c'est que le robot, il a des capteurs infrarouges, donc il s'en moque du bandeau. Il va pouvoir voir à travers le bandeau. Enfin, vous voyez, on peut s'amuser à manipuler les paradoxes comme ça. Donc, sur l'intelligence artificielle, je pense qu'elle peut être effectivement un outil de bibliographie. Mais Google fait très bien la chose. Vous mettez sur Google liste d'ouvrages maçonniques et puis il vous sort une centaine de titres. Mais ça, il ne va pas les lire pour vous, par contre. Et donc, ce sera à vous de le lire avec intelligence, etc. Et donc, on en revient à la case précédente. Est-ce que la culture générale de la maçonnerie nécessite de lire un peu de temps en temps les ouvrages? Moi, ma conviction, c'est oui. Nous ne sommes pas tous des historiens de la maçonnerie, nous n'avons pas la science infuse. Il est bon de temps en temps que notre vécu initiatique soit complété par ce que j'appellerais de la culture maçonnique ou paramaçonnique, qui fait que nous savons de quoi nous parler. Je dirais la même chose à propos de la philosophie. Nous ne sommes pas des philosophes, mais ça ne nous fait pas de mal de temps en temps de lire un ou deux ouvrages, soit des philosophes eux-mêmes, soit de l'exégèse qu'en font certains philosophes très pédagogues, des philosophes qui sont de bons communicants, qui sont capables de vous raconter dans des termes simples une pensée compliquée. Lire Schopenhauer, c'est désespérant. Mais par contre, écouter un bon didacticiel sur Schopenhauer, c'est utile. Non pas pour devenir soi-même philosophe, mais pour en tirer quelques règles et les rapprocher de ce que nous pouvons en penser en tant que francs-maçons. Parce que je crois qu'il y a une pensée maçonnique, mais il y a aussi une culture maçonnique. Et donc, à ce titre, je ne diaboliserai pas la littérature maçonnique, même si je trouve qu'il y en a quand même un peu beaucoup, et certains ouvrages auraient pu se passer de les avoir édités. Alors, une petite intervention très rapide. Ce qui est important, je pense, pour moi, c'est d'arriver à identifier qui peut aider nos frères apprentis, compagnons et même jeunes maîtres à se retrouver dans ce sens de livres que tous sous les yeux. C'est vrai que quand on demande quel livre on peut lire, on retrouve souvent les mêmes auteurs. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que quand on creuse, malheureusement, celui qui conseille a rarement lu. J'entends souvent Guénon, on l'a dit tout à l'heure. Et pour l'avoir lu, Guénon, pour un apprenti et un compagnon, vous me l'accorderez, c'est un peu ardu. Enfin, c'était juste un petit aparté, et je voulais revenir sur ceux qui peuvent bien sûr aider dans le choix des livres. Alors, il y a le parrain, évidemment, il y a le frère instructeur, que ce soit le second ou le premier, il y a les frères en général. Et donc, je donne un tout petit exemple, c'est que dans la loge dans laquelle j'ai le plaisir d'être vénérable maître, on fait des minutes culturelles. Vous connaissez tous les minutes symboliques. On a fait aussi des petites minutes historiques et on fait des minutes culturelles qui sont présentées par le frère bibliothécaire que nous avons chez nous et qui présente régulièrement, une fois ou deux fois par trimestre, un ouvrage qu'il a lu sans en faire un résumé, mais juste pour donner un élan
une envie de lire aux frères, quel que soit le degré. Et je trouve que bah, voilà, c'est une idée que je partage avec la communauté, et c'est vrai que ça marche pas mal chez nous, parce que généralement, le bouquin qu'il a lu, il passe de main en main, enfin d'ordinateur en ordinateur, parce que la plupart du temps, il faut bien l'avouer maintenant, mes frères, même si on aime ça, le livre, l'ouvrage que l'on peut prendre dans les mains existe de moins en moins, et on télécharge régulièrement les livres pour pouvoir les lire, d'ailleurs en toute discrétion où on est. Et voilà, je vais juste un partage d'expérience avec vous, mes frères. J'ai dit. Merci de ce témoignage. C'est une bonne idée finalement peut-être de faire, alors quand les tenues sont pas trop chargées, parce que après il y a le problème de la charge d'une tenue. Il faut pas que la tenue soit dure 3 heures. Mais par exemple dans la loge Silence, Pascal pourra témoigner, on a fait des minutes sur des maçons célèbres. Donc c'était un petit topo sur un maçon célèbre, dont la plupart du temps nous ne savons pas pourquoi il est célèbre, simplement parce qu'on sait qu'il a été maçon, mais on ne sait pas en quoi il a été, et il se trouve que c'est assez instructif parce que ça donne en 2, 3, 4 minutes une vue globale sur le rôle du maçon. La dernière expérience que nous avons eue, c'est de parler de Hind, puisque vous savez que nous, dans notre mot de semestre, c'est Hind. Eh bien, personnellement, je dois avouer que je ne savais pas quel était le rôle dans la maçonnerie de Hind. Donc, on a évidemment appris qu'il avait été maçon peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pas beaucoup plus, mais que ça a suffi, sa parcelle de gloire en tant que musicien a fait que les maçons aiment bien s'approprier des personnages célèbres. Et donc, ceci dit, nous avons également appris qu'il avait eu une vie quand même assez exemplaire. Et donc, même s'il n'a pas été un maçon très assidu dans sa loge, ou en tout cas, on n'en a pas le témoignage écrit, il a quand même eu un comportement qui n'aurait pas fait, qui ait fait honneur à la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez, cette notion, je trouve que c'est une bonne idée de faire peut-être des minutes de culture générale, en rapport, bien sûr, avec la notion de maçonnerie. Il y a tout un tas. Nous avons une connaissance qui est quand même très superficielle d'énormément de choses. Et nous n'avons pas forcément le temps de l'acquérir. Bon, nous avons tous entendu parler par exemple, je prends un exemple au hasard, de l'épopée de Gilgamesh. Qui a lu l'épopée de Gilgamesh en direct? Moi, une fois, j'ai essayé. Bon, c'est long, ça vous demande quand même 5, 6 heures, 7 heures de lecture. Ben, dans le monde actuel, c'est compliqué. Par contre, si on vous raconte quels sont les principaux personnages, quel est l'enseignement, pourquoi ce texte est un des fondamentaux de la civilisation de ces pays-là, de Sumérienne et compagnie. Donc, je pense que c'est une très bonne solution et je pense que nous devrions pouvoir la... Alors, sur Guénon, bon, moi j'ai 5-6 ouvrages de Guénon. Bon, il me semble que peut-être, enfin, un des plus simples, c'est Aperçu sur l'initiation, parce que ce sont des petits chapitres courts. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de prendre le bouquin au début, ce sont des chapitres de mémoire de 3-4 pages. Donc, ce sont des petits posts, nous dirions actuellement ça, des posts qu'on pourrait lire sur Facebook ou autre, bon, qui décrivent la pensée de Guénon. Mais ceci dit, c'est une pensée complexe, c'est une pensée difficile, et il faut y rentrer dedans. Il se trouve qu'à la Grande Loge, nous avons quelques chauds partisans de Guénon. Nous avons une loge qui est réputée guénonienne, où là, nous avons des grands spécialistes qui pourraient en parler mieux que moi. C'est une question difficile et délicate. En t'écoutant tout à l'heure, ça m'a renvoyé à des souvenirs de mes quêtes de lecture. Tu parlais de Louis Poel et toute cette série d'ouvrages, je crois de Planète, je ne me souviens plus avec précision. Et je me souviens, je me les suis procurés.
pensant pouvoir y consacrer le temps nécessaire à cette lecture. Il s'avère que professionnellement, je suis amené à, à réfléchir à des problèmes de nature économique, à produire des synthèses de nature économique, à faire des synthèses d'ouvrages liés à l'économie. Et c'est, comment dire, nécessite du temps. Et par analogie, notre souci et le souci des jeunes que nous recevons, des apprentis, le dernier que nous avons initié, avant qu'il ne le soit, après les enquêtes, une des premières questions qu'il m'a posées, qu'est-ce que vous me conseillez de lire? Je me suis contenté de lui répondre, ne vous posez pas ces questions pour l'instant, vous verrez plus. L'objectif, ça n'est pas de vous encombrer l'esprit, mais en même temps, je me mets un peu, je me mettais dans la peau de cet impétrant à ce moment-là, car j'ai une relation à titre personnel au livre qui est assez singulière. J'aime l'objet, j'aime les ouvrages, si possible, parce que tous les ouvrages ne se valent pas, bien écrits, qui vous guident et vous éclairent. Et je me sens toujours coupable à l'égard de ma famille quand je vois cet amoncellement d'ouvrages dont j'ai fait l'acquisition et que le temps qui m'est imparti pour les lire, je n'arrive pas à m'en sortir. Et en même temps, quand je me rends dans une librairie, je suis obligé de me faire violence pour ne pas y rentrer, car quand j'y rentre, chaque fois, je suis finalement harcelé par les ouvrages. Je me dis en le feuilletant, mais celui-là, c'est intéressant, il y a quelque chose à probablement en tirer, une vision, un apprentissage. Alors, le thème est délicat. Existe-t-il, c'est une des questions qui me vient à l'esprit, un substitut à ces achats d'ouvrages et à ces lectures? Je pense que oui. Nombre de ces webinaires, nombre de ces réunions Zoom, y compris chez nous, sur des thèmes de nature philosophique, de toute tendance, mais qui se traduisent aussi, in fine, par l'acquisition d'ouvrages pour approfondir les réflexions qui sont menées. Je pense là, en parlant au campus, je pense à ce qui existe par ailleurs et qui sont similaires. Je crois que l'intention, si c'est de nature à garder ce désir, cette curiosité de découvrir et d'apprendre, eh bien, il faut lire, car la culture maçonnique ou autre est comment vous dire, c'est quelque chose d'essentiel qui nous motive, qui garde ce désir finalement de mieux saisir ce dans quoi nous nous sommes engagés en venant en maçonnerie, et l'approfondissement, comme le disait tout à l'heure Gérard Granet, une meilleure compréhension du rite écossais ancien et accepté, ce que nous faisons, qui nécessite là aussi du temps. Mais c'est toujours cette équation délicate, à savoir, tous ces livres, tous ont un certain intérêt. Comment malgré tout éviter une perte de temps et d'énergie? J'avoue que la réponse n'est pas si aisée qu'il y paraît. J'ai dit, Président. Oui, je comprends d'autant mieux ce que dit notre frère Freddy, que moi aussi, je suis victime du même symptôme qu'on pourrait qualifier d'achat compulsif.
On connaît tous des amis qui ont des caractéristiques d'acheteurs compulsifs sur tel ou tel sujet. Moi, c'est les livres. Et donc, quand je rentre dans une librairie, la raison voudrait que je n'achète ou rien ou un seul livre. Eh ben non, j'en achète 2, 3, en me disant que j'aurai toujours le temps de les lire. Évidemment, ma capacité de lecture n'est pas à la mesure. Et donc, je me console en me disant, ben, quand j'aurai plus de temps, je les lirai. Et puis, effectivement, comme le dit Freddy, le temps n'arrive jamais. Alors, il nous a rappelé, comme j'avais parlé de la revue Planète, effectivement, moi, dans ma jeunesse, j'étais un ardent lecteur de Planète, qui était une revue qui mélangeait une forme d'ésotérisme, une forme de scientisme, une forme de culte du progrès, etc. Et j'étais effectivement fasciné par ça. Et pour moi, la maçonnerie est assez proche de ce qu'était la devise de Planète, que je vais vous rappeler si vous ne l'avez plus en tête. La devise qu'il y avait en exergue de chaque numéro de Planète, c'était la phrase suivante: le savoir est utile, l'imagination nécessaire, le rêve indispensable. Et pour moi, dans la maçonnerie, il y a une part de ce ternaire: savoir, imagination, rêve. On peut mettre l'intuition aussi quelque part en amont du rêve, etc. Et donc, je crois que finalement, la lecture de certains textes vous encourage à aller dans certaines directions. Alors, bien sûr, pour avoir relu des numéros de Planète, ça a terriblement vieilli. Voilà. Je ne me rendais pas compte à l'époque de ça, mais maintenant, effectivement, ça a un peu vieilli. Ça paraît assez naïf. Les ouvrages le fameux Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, bon, c'est daté. Mais il n'empêche que vous savez, on emploie souvent la notion de maître initiant, de quelqu'un qui va vous déclencher l'envie qui va être, sans être forcément quelqu'un avec qui vous êtes en relation intime, etc., mais qui va déclencher chez vous le début d'un chemin. C'est le maître initiant. Eh bien, je pense que certains ouvrages peuvent être des maîtres initiants. Nous disons souvent, par exemple, que le maître initiant, c'est la loge. La loge nous conduit vers l'initiation. Eh bien, je suis convaincu que certains ouvrages sont de nature initiatique, c'est-à-dire sont de nature à nous donner envie d'aller plus loin. Et en ce sens, ils ont leur intérêt. Mais c'est évidemment intuitu personné, c'est évidemment une relation personnelle que vous nouez vous-même avec un type d'ouvrage, et votre voisin, l'autre frère ne sera pas du tout sensible à la même littérature, ou pas du tout même, peut-être. Mes frères distants, je vous invite à lever la main si vous avez une intervention à faire. Gérard Granet, 800 kilos, et j'appartiens aussi à la 1225 Janitzer Perspectiva, qui était un orfèvre du XVIIIe siècle. Assez souvent, les profanes nouvellement initiés demandent à leur parrain ou au second surveillant: qu'est-ce que je dois lire comme livre? Parce qu'il faut bien commencer. Alors, des livres pour les apprentis francs-maçons, il y en a. Alors, moi, on m'avait dit: monsieur, vous devez lire Oswald Wirth. J'ai beaucoup lu Oswald Wirth, apprenti, compagnon et maître. Bon, c'est un livre que tous les initiés de rite écossais doivent avoir dans leur bibliothèque. Mais il y en a d'autres. Il y a Jules Boucher, il y a tous ces... Alors, on dit: oh oui, mais vous savez, c'est comme on dit, oh, ben Guénon, c'est un... Mais c'est tout, bien sûr que c'est passé. Mais enfin, Platon aussi est passé, et puis Aristote aussi, et puis d'autres aussi. Alors, non, mes frères, si vous prenez un peu de temps pour ouvrir les pages d'un livre, parce que malgré tout, ouvrir les pages d'un livre, c'est... Quand je pense qu'il a fallu attendre les années 1885 pour que l'école soit laïque, gratuite et obligatoire. Et, enfin, je ne vais pas faire ici, et quand je vois ce qu'on en a fait, que nos enfants, à 20 ans, il y en a un sur deux qui ne sait pas lire. Enfin, allez, parlons d'autre chose. Donc, lisez, prenez le temps de lire, mes frères. Ben, vous lisez la nuit, vous lisez comme du temps d'Émile Zola, en cachette, sous les couvertures. Enfin, lisez.
et lisez des livres maçonniques. Il y en a de très, très grande qualité. Il y en a des classiques, il y en a, bon, alors il y en a qui sont plus rites français, puis il y a ceux qui étudient tous les rites en même temps, il y a ceux qui, bon, moi j'ai fait beaucoup de recherches sur ça m'a toujours passionné. Et puis il y a un moment où eh bien, l'auteur du moment est devenu subitement bon, moins probant ou moins bon, parce que les temps avaient changé. Mais comme disait ma grand-mère, plus ça change, plus c'est pareil. Alors lisez, mes frères, lisez, et que les frères, que les parrains et les seconds surveillants, s'ils ont eux-mêmes lu, bien sûr, parce que s'ils n'ont pas lu, voilà. Mais voilà, j'en dis pas plus, parce qu'après, vous allez m'en vouloir. Oui, oui, on sent bien dans le propos de Gérard, en particulier sur le statut d'éducation nationale, qu'il y a beaucoup de gémissements, mais peu d'espérance. Donc, et sa grand-mère, qui sûrement avait lu Le Guépard et savait que pour que tout change, il faut que rien ne change. Donc, mais voilà, c'est une condition. Alors, là, enfin, je vais vous faire part d'une petite expérience personnelle. Il y a une quinzaine d'années, nous étions trois frères de la Grande Loge. Bon, Michael Segal, Jean-Bernard Lévy et moi-même, nous avions fait le constat qu'il y avait quand même une carence en culture générale maçonnique et aussi en culture générale classique. Et c'est ce qui nous a amené à créer une institution qui a commencé par être l'Académie maçonnique. Donc, il y a maintenant 15 ans ou 16 ans, je ne m'en rappelle plus exactement, nous créons cette institution qui démarre bien sûr par des réunions présentielles, où là, nous avions la vocation justement de traiter déjà, de n'accueillir que des frères ou des sœurs, parce qu'au départ, c'était multi-obédience, qui soient au moins le grade de maître. Et l'idée était de travailler et de faire des conférences sur des degrés au-delà du 3e degré, du 3e et plus. Et puis, bon, ces conférences ont démarré en présentiel, elles se sont réunies, et puis là-dessus, le Covid arrive, donc nous basculons un peu dans le mode Zoom, etc. Mais ça, très vite, c'est-à-dire il y a maintenant 7-8 ans, nous échangeons et nous nous rendons compte que tous nos jeunes frères, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous nos jeunes frères, c'est-à-dire en gros un jeune frère c'est à moins de 40 ans, n'avaient pas eu le background culturel que nous, les anciens, nous avions eu. Et donc nous nous sommes dit, il faut quand même que nous créions quelque chose qui puisse être accessible à partir du 1er degré, à partir du grade d'apprenti. Et donc, ça donne naissance à ce qui est maintenant l'université maçonnique, que j'ai l'honneur de présider, et qui a pour finalité de donner des éléments de culture générale et de réflexion sur ces éléments à travers un format qui est mixte. Il y a un orateur profane, un orateur homme ou femme profane, qui va parler d'un sujet qu'elle maîtrise, parce que sans doute il y aura eu un ouvrage écrit précédemment, etc. Et puis un franc-maçon ou une franc-maçonne qui va apporter l'éclairage maçonnique sur le sujet. Mais la finalité de tout ça, c'est pas de se faire plaisir en maniant des idées, c'est de donner des éléments de culture générale et des éléments de connaissance et de savoir, de façon à ce que les frères ou les sœurs qui suivent ces émissions, ces visios en l'occurrence, puissent avoir leur libre arbitre et se forger une des opinions eux-mêmes. Donc cette notion de culture générale et de transmission de cette culture, je crois elle doit être au cœur de la démarche maçonnique. Quand nous entendons, par exemple, une phrase du 18e, la maçonnerie est une école mutuelle, ça veut bien dire que nous avons quelque chose à transmettre. Et le rite écossais, qui est quand même, quoi qu'on dise, un des plus riches qui soit, même si ce n'est pas forcément l'avis de toutes les obédiences, mais enfin c'est le mien et c'est le nôtre ici, le rite écossais est un ensemble de textes, de degrés, de rituels qui sont extrêmement signifiants. Je pense toujours à cette phrase
j'ai oublié, de Jean, bon, j'ai oublié son nom. L'auteur, c'est l'ami de... Enfin bon, bref. Enfin, il dit une phrase que vous reconnaîtrez souvent, il dit le mythe, l'histoire est une vérité qui ment, le mythe est un mensonge qui dit la vérité. Et en gros, notre rite écossais, qui en se structurant autour de mythes, autour de symboles, autour d'histoires symboliques, a évidemment à nous transmettre une connaissance. Et c'est par l'usage des symboles et la pratique des rituels qui sont porteurs de ces mythes que nous allons progresser, pas uniquement en maçonnerie, mais dans notre compréhension du monde et du monde profane également. Quand nous disons porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple, ça veut dire ça veut bien dire que nous avons acquis quelque chose qui n'est pas dérisoire par rapport au monde profane. Et ça veut dire que nous avons cette mission. Et la culture générale que nous essayons de transmettre, elle est partie prenante de ce mécanisme de construction. Alors bien sûr, nous savons que quand il s'agit de construire le temple, il s'agit déjà de construire son propre temple et donc d'y accéder aussi avec des éléments de culture générale. Et puis lorsque nous aurons construit notre propre temple, nous avons aussi à porter au dehors, c'est-à-dire à aller construire le temple de l'humanité. Mais nous ne pourrons pas le faire si nous n'avons pas des fondations stables et des fondations solides. C'est la culture générale de la maçonnerie pour les aspects ritueliques et de la culture générale profane pour le reste. Mes frères, spectateurs distants, est-ce que l'un d'entre vous veut faire un apport sur ces thèmes-là? Non, apparemment, nous avons tout dit. Et c'est dommage parce que, vu le nombre d'ouvrages, j'aurais aimé que l'un ou l'autre me dise, voilà, moi, l'ouvrage qui a compté pour moi, c'est celui-là, quel que soit l'ouvrage. Les frères distants, non? Ou alors vous ne m'entendez plus, ce qui serait embêtant. Bien. Est-ce que le silence règne? Oui, tu veux intervenir, mon frère? Juste rajouter une petite chose dans tout ce qui a été dit. J'ai mon parrain, quand je suis rentré en maçonnerie, qui me disait toujours, toi, est-ce que tu aimes lire? Et c'est vrai, dans ma vie, j'ai jamais aimé lire. De l'école primaire jusqu'en faculté, j'ai jamais aimé lire. Raison peut-être pour laquelle je suis devenu, j'ai fait une série scientifique et mon parrain, pour revenir à lui, me disait toujours, dans la Grande Loge de France, on a un livre qui s'appelle Point de vue initiatique. J'ai hérité de tous ces numéros de mon parrain jusqu'à ce jour. Et j'essaie toujours de me baser sur cela que d'aller m'embêter à acheter beaucoup de livres. J'en achète. Mais comme je n'aime pas lire, des fois, ces livres, j'en ai pas beaucoup. Je sais que ils sont dans un petit coin, ils prennent de la poussière. Un jour, je me réveille, ah tiens, il est là. Mais par contre, le point de vue initiatique, je ne l'ouvre pas. J'ai 2 minutes. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est vrai, peut-être qu'il a dit, sous les couvertures, j'ai 2 minutes, mon point de vue initiatique, les chapitres. Je ne le lis pas en entier comme un roman. Je regarde, ah tiens, ce sujet m'intéresse. Je le lis, j'essaie de le comprendre. Tout ce que je voulais rajouter dans mon propos. Je lis. Merci, mon frère Aristide. Je peux couper le son. Oui. Et c'est bien de citer Point de vue initiatique parce que c'est une revue d'une très très bonne tenue. Honnêtement, moi, je suis, pour être franc, je suis assez difficile et je trouve que les articles, depuis plusieurs années, vraiment, c'est une revue qui fait honneur au paysage maçonnique, qui fait honneur à la Grande Loge de France. Et moi, je serais même tout à fait partisan qu'à chaque initiation, on offre au nouveau apprenti un abonnement d'1 an à Point de vue initiatique pour qu'ils prennent le goût. Alors, beaucoup de loges le font, certaines loges le font, toutes ne le font pas, et je trouve que ce serait une bonne façon de leur mettre le pied à l'étrier sur cette revue, qui est vraiment, honnêtement, qui de temps en temps donne la parole à des profanes, mais sur des thèmes qui nous sont chers. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Merci Aristide de l'avoir rappelé.
Bien, mes frères, un dernier appel pour les frères distants. Et si personne n'a rien à dire, je crois que il est midi moins le quart. Donc, je pense que si les colonnes présentielles et les colonnes distancielles sont muettes, nous allons pouvoir nous retirer, terminer cette session de Lure. Mes frères, en tout cas, merci de votre présence. Merci à ceux qui sont intervenus. Merci à nos frères distants. Merci de nous excuser encore de ces difficultés techniques qui font que la chose est un peu heurtée. Mais notre conférence est enregistrée et elle nous servira à fabriquer, cet enregistrement nous servira à fabriquer la restitution du verbatim de cette session qui figurera dans les cahiers de Lure de 2023. Mes frères, je vous souhaite une bonne fin de week-end, d'abord un bon déjeuner et une bonne fin de week-end et à très bientôt, j'espère. Au revoir tous mes frères.